Petite devinette pour commencer ce nouveau numéro de VIP. Que va-t-il se passer le 1er mai 2010? Alors évidemment, vous allez me répondre la fête du travail, mais ça, ce n'est bon que pour la France. Pour le reste du monde, le 1er mai 2010, ce sera l'inauguration de l'exposition universelle qui se déroule à Shanghai. 6 mois d'exposition universelle, vous connaissez le principe. Tous les pays pratiquement se donnent rendez-vous dans une ville d'importance et créent leur pavillon. Alors pour la France, eh bien, le pavillon a été créé par un architecte que nous allons découvrir tout au long de cette émission et qui s'appelle Jacques Ferrier. Jacques Ferrier, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on connaît des grands noms d'architecture en France. On pense tout de suite à Jean Nouvel, on pense à Claude Parent qui a une exposition actuellement. Vous êtes tout à fait reconnu par vos pairs. On va parler des réalisations passées jusqu'ici. Peut-être que le grand public vous connaît moins. Et ce pavillon de la France à Shanghai va peut-être faire complètement exploser votre notoriété. Comment vivez-vous ces dernières semaines d'anonymat? Écoutez, en tout cas, c'est un anonymat effectivement relatif en France. C'est vrai que l'exposition universelle est déjà très publiée et très médiatisée en Asie. Et donc le pavillon France essaye de tirer son épingle du jeu parmi les autres pavillons, mais on a déjà beaucoup de reconnaissance en Asie. Et nous, les dernières semaines, pour tout dire, on est surtout concentrés sur la finition du pavillon, puisque nous avons la charge de l'architecture, ça c'est habituel, mais en fait on nous a confié également la scénographie, et peut-être plus important pour moi, le contenu, c'est-à-dire ce qui va être montré comme message, que désire montrer la France dans cette exposition universelle, qui va parler de la ville et des technologies. Donc ça, c'est nous qui le supervisons également, et c'est évidemment une charge de travail absolument passionnante et prenante en ce moment. Alors justement, vous avez remporté un concours, hein, vous avez supplanté tous vos collègues français pour faire ce pavillon. C'est un pavillon qui va sans doute dénoter, parce que pour avoir vu en 3D ou en photo les pavillons des autres pays, c'est beaucoup dans l'extravagance, c'est très bling-bling pour reprendre un mot qui est à la mode, ça s'élance dans tous les côtés. Et le pavillon de la France que vous avez conçu, vous, il est assez, j'allais dire assez sage, assez calme. Comment vous le décririez, vous, ce pavillon? Alors, dans les expos universelles, il y a forcément une compétition. Bon, donc, nous sommes dans le quartier européen, disons. Donc là, se livre une amicale compétition entre l'Allemagne, qui est notre voisin, la Suisse, l'Angleterre, etc. C'est vrai que la tendance, qui correspond d'ailleurs à une tendance de l'architecture dans les villes aujourd'hui, la tendance est de faire des gesticulations formelles, de faire des choses extravagantes pour dire, tiens, on va regarder plutôt dans cette direction-là que dans l'autre. Dès le départ, j'ai pris tout à fait une autre attitude qui correspond à mes convictions de ce que doit être l'architecture aujourd'hui, c'est-à-dire un parti pris de calme, de sérénité, et de dire on peut déjà délivrer un message cohérent avec ce qu'on aimerait voir dans les villes aujourd'hui, c'est-à-dire des bâtiments qui tirent leur force finalement d'une simplicité qui va permettre d'accueillir des activités, des usages, les gens, ou qui rend les silhouettes des gens intéressantes et belles dans le parcours du bâtiment, mais en même temps de se distinguer et de se faire remarquer. Il ne s'agit absolument pas de passer inaperçu, ce n'est pas un pavillon banal, et cette simplicité géométrique dénote, et aujourd'hui où tous les autres pavillons sortent de terre, enfin vous en jugerez le 1er mai, le pavillon France se démarque, existe de façon très, très singulière et très forte par le fait même qu'il se présente comme un quadrilatère très simple, occupant l'ensemble de son site, donc il paraît aussi plus grand, et qu'il ne s'épuise pas non plus au premier regard, c'est-à-dire qu'une forme aussi très, très complexe, très, très show-off comme cela, elle attire l'œil et puis très vite on en a fait le tour. Alors que là on va aller de surprise en surprise. Alors que là c'est un travail sur les transparences, c'est un travail sur la porosité, une architecture de la porosité, parce que finalement la première chose qui se voit... C'est une sorte de maillage, une résille en fait. C'est ça, c'est une résille, une sorte de mantille très délicate mais qui a en même temps une structure. Donc on joue toujours sur plusieurs interprétations possibles, une structure qui suspend le pavillon au-dessus d'un plan d'eau. Et donc il y aura aussi les reflets. Donc il y a le travail sur la profondeur, sur les ombres, sur les reflets. Et donc au gré des heures, des changements de ciel, cette architecture qui peut paraître simple au départ... va révéler toute sa complexité en réalité. Sa richesse, plusieurs façons d'être vues. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'architecture. Alors vous omettez aussi de mentionner quelque chose qui me paraît très important, c'est le jardin à la française, mais suspendu. Enfin, c'est pas un jardin plat, c'est un jardin qui descend du toit. Alors le jardin est certainement peut-être la vedette, la star à l'intérieur de ce pavillon. C'est le jardin, pourquoi? Parce que d'abord, je voulais absolument démontrer avec ce pavillon que la distinction entre
construction et nature, architecture et paysage, devait devenir très flou dans l'avenir et que dans les méga-villes où nous habitons, on doit pouvoir offrir, même à la petite échelle, même à l'intérieur du bâtiment, des fragments de paysage et de nature. Donc la démonstration, c'est le pavillon France lui-même, qui, une fois qu'on a franchi l'entrée, disons, une fois qu'on est passé sous le bâtiment, va se révéler être un véritable théâtre de verdure, un jardin vertical. Et ce jardin vertical, quelle forme lui donner? Il me paraissait évident de s'inspirer, puisqu'on est là quand même pour représenter la France, de s'inspirer de ce qui est quand même une grande illustration dans le monde du génie français, qui sont les jardins classiques, notamment le nôtre, comme sûr. Versailles, Villandry. Et donc, avec nos paysagistes, nos complices, l'agence Terre, nous avons imaginé un jardin mis à la verticale sur les façades, dont les motifs reprennent les parterres du jardin à la française, mais sont inspirés aussi, par exemple, quand on voit les motifs, on pourrait dire que c'est inspiré par les circuits électroniques. Donc on revisite de façon contemporaine l'idée du parterre du jardin à la française. Est-ce que c'est une grosse pression pour vous et pour tous ceux qui travaillent avec vous dans votre cabinet d'architecture, justement de représenter la France, de vous dire, oh là là, toute la France, le 1er mai, et puis 2010 et les 6 mois qui vont suivre, tous les regards seront braqués sur le pavillon français, et voilà. Alors c'est évidemment une pression parce qu'il y a une histoire, je veux dire, les expositions universelles existent depuis 1851, la première était à Londres, et c'est vrai que les expositions universelles sont émaillées de pavillons d'architecture ou de déclarations d'architecture, de démonstrations un peu comme ça. La Tour Eiffel, elle vient de l'exposition universelle de Paris. Voilà. L'Atomium à Bruxelles, les bâtiments de Montréal, etc., qui correspondent souvent aussi à des grands tournants stylistiques de l'architecture. Donc on peut aussi voir l'histoire de l'architecture au XXe siècle au travers de ces expositions universelles qui généralement illustrent les tendances à venir. Donc représenter son pays dans ce contexte-là, c'est évidemment à la fois je dirais, un honneur évident, mais c'est une forte pression parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est clair. Je vous prends en mot parce que vous venez de dire aux expositions universelles, pendant ces instants-là, il y a les tendances à venir de l'architecture qui se dessinent. Or, on vient d'expliquer pendant quelques minutes que vous étiez à contre-courant, vous, avec le pavillon de la France. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de complètement, j'allais dire pas créer une école d'architecture, mais imposer votre style et que les autres se plantent ou se font fausse route Que les autres se plantent, je n'espère pas, mais par contre j'espère bien montrer une direction pour l'architecture à venir, une direction qui corresponde à ce qu'attendent les gens aujourd'hui et à ce qu'attendent les villes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, je trouve aujourd'hui, depuis 10 ou 15 ans, une tendance à imaginer, on pense au Guggenheim, au musée Guggenheim de Bilbao, à beaucoup d'autres bâtiments récents, qui sont des bâtiments qui sont conçus comme des sculptures. À l'Opéra de Sydney, par exemple? Alors l'Opéra de Sydney, peut-être, oui, qui est au départ de tout ça, qui est dans les années 60-70, mais qui a donné aujourd'hui un peu je trouve, une insistance trop grande sur le côté exceptionnel de la forme, spectaculaire, etc. Tant et si bien que dans ces musées sont tellement des œuvres par eux-mêmes, de sculptures, qu'il est très difficile de mettre quelque chose à l'intérieur, parce que finalement, le premier spectacle, c'est l'architecture elle-même. Ça ne correspond pas du tout à ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais voir. Moi, je veux voir des bâtiments qui existent, mais des bâtiments qui rendent plus beau et plus intéressant ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand je dis ce qu'il y a à l'intérieur, c'est à la fois les gens qui les fréquentent, les œuvres qu'on expose, les activités qui se déroulent dans ces bâtiments-là. Je pense que ce n'est pas du tout incompatible d'avoir une architecture qui est tout sauf banale, une architecture qui est tout sauf nostalgique, donc d'être dans l'innovation, d'être dans l'image forte et singulière, mais néanmoins de ne plus faire ces architectures sculptures qui sont extrêmement coûteuses et qui sont un peu envahissantes et qui ont du mal, à mon avis, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Évidemment, il y a des réussites spectaculaires, mais la ville d'aujourd'hui, elle ne peut pas se faire avec un bâtiment spectacle à un endroit de la ville et laisser ensuite le reste se faire de façon très routinière, très répétitive. C'est quand même ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de grandes villes du monde. Peut-être aussi parce que les architectes n'ont que ce moyen-là, face à des journalistes toujours pressés, des journaux qui passent toujours trop vite, pour se faire remarquer du grand public. Un tel a fait tel tour, un tel a fait tel musée, et voilà, il signe un peu sa patte comme ça. Il y a certainement un raccourcissement du temps d'attention
qui est un tout petit peu incompatible avec ce qu'est l'architecture, qui est l'architecture qui se découvre dans un temps plus long. Bon, ça sert à rien de se lamenter, c'est comme ça. Donc je crois qu'il faut à la fois répondre à cette attention furtive, un peu distraite des médias qui vont montrer le bâtiment pendant 1 minute 30, et qui doit donc donner une image. Je crois qu'il faut répondre à cette question-là, puisque la visibilité au travers des médias est aujourd'hui finalement une visibilité nouvelle mais bien réelle. C'est un autre site, finalement, c'est un autre contexte pour le bâtiment d'exister là, mais il ne faut pas non plus abandonner complètement ce qui fait l'architecture, je dirais, au jour le jour, ce qui fabrique la ville, ce qui fabrique l'usage, et dont on a quand même toujours besoin, même si nous sommes sur Internet, avec nos iPhones, etc. Je crois qu'il y a toujours cette nécessité, à un moment donné, d'avoir quelque chose sur lequel le temps laisse des traces, quelque chose qui se réchauffe au soleil, quelque chose qu'on puisse toucher, que l'on puisse sentir. Et c'est d'ailleurs ce que je veux mettre en avant dans le pavillon France, puisqu'en contrepoint de cet univers un peu frénétique, ultra communicant, ultra rapide dans lequel nous sommes, je mets en avant l'idée de la ville sensuelle, en disant le contrepoint à tout ça. C'est votre grand concept, ça, la ville sensuelle. C'est ça, voilà. Voilà, j'allais dire, c'est presque vivant. Quand vous parlez d'un bâtiment, on a l'impression que c'est vivant, mais c'est ça, c'est la ville sensuelle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, plus en amont, l'accord aussi entre le paysage et le bâtiment. Comment les choses se font l'une dans l'autre. C'est la réalité que chacun d'entre nous partage, même celui qui vit le plus entouré de gadgets électroniques, à un moment donné, quand il mange, quand il rentre chez lui, quand il va dans son lieu de travail, etc., il partage tout ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire un rayon de soleil, une ombre, une épaisseur, ouvrir une fenêtre, régler un store, etc., sentir l'odeur du parc, du jardin, du bâtiment. Donc tout ça, ce sont des expériences partagées par tout le monde qui, si on les néglige trop, vont créer un monde sans qualité. Et les instruments électroniques ne seront plus d'aucun secours, parce que si un virtuel très riche, mais que la réalité ne peut pas offrir en quelque sorte un contenu, eh bien on sera quand même, je pense, tous orphelins de beaucoup de plaisir de vivre en ville. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un architecte écolo ? Alors, je me suis intéressé très, très tôt aux questions environnementales, parce que j'ai toujours été... Bien avant que ce soit la mode. Avant que ce soit la mode, puisque nous avons eu un prix européen d'architecture environnementale en 2000. Et en 2000, c'était pour un bâtiment que nous avions terminé, donc un bâtiment que nous avions imaginé 3 ou 4 ans avant. Et en France, à l'époque, ce n'était pas vraiment la tendance. Mais pourquoi je me suis intéressé aux questions environnementales? C'est que j'ai toujours été très attentif à la façon dont les choses étaient construites. Et là aussi, on en revient à cette idée de plaisir, c'est-à-dire que l'architecture, ce n'est pas que le côté beaux-arts, c'est-à-dire le côté on dessine des espaces de belles proportions, ça c'est une chose. Mais si votre espace de belles proportions, il est construit de façon très approximative, très pauvre, avec des matériaux qui n'inspirent aucune attirance, etc., finalement, on ne se sent pas très bien. Alors qu'on peut se sentir très bien dans un espace qui a des proportions peut-être un peu maladroites, mais qui est fait en très beau bois, ou avec une belle pierre, ou avec un très beau béton, etc. Donc ça m'a toujours intéressé. Et de façon assez logique, cette attention aux matériaux a conduit évidemment à une idée de comment les employer au mieux, une relative frugalité, parce que j'aime bien aussi ne pas être dans la démonstration de plein de choses, dans l'opulence. Ça, c'est aussi lié à mes influences au tout départ. Et donc, assez naturellement, on a produit des bâtiments qui étaient en accord avec les questions environnementales. Alors, on va en montrer, par exemple, 3 exemples. Par exemple, de 3 exemples. Il y a d'abord le centre de voile Tabarly. Donc là, on est sur la côte, évidemment, tant qu'à faire. Voilà, avec le centre de voile Tabarly, vous allez sur place, vous voyez quels sont les besoins. Parce que moi, il me semble que l'architecture doit d'abord être au service de ceux qui vont l'occuper, me semble-t-il, avant même le pari esthétique. Absolument. D'accord. Vous avez fait également un aéroport à Toulouse. Vous avez fait aussi dans le Champagne, le siège social de la maison Piper et Charles-Heitzig. Voilà, donc on est quand même sur 3 domaines très différents que vous ne connaissez pas forcément. Et malgré tout, il y a une architecture, il faut que les gens y vivent au quotidien. Et il faut quand même que ça parle visuellement. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, j'ai la chance de ne pas être un architecte spécialisé. Je suis spécialisé en architecture. Et comme vous l'avez dit au travers de ces programmes, on est confronté à des univers
et à des demandes extrêmement différentes. Et ma façon de faire est d'essayer de prendre le plus de temps possible, dans les limites évidemment des concours, on a des dates pour remettre nos projets, mais de prendre le plus de temps possible pour m'inspirer de l'univers et ne pas imposer a priori une intuition formelle que je pourrais avoir, parce qu'évidemment on a tous en stock, je suis très visuel, donc on a tous en stock des images toutes faites où on pourrait dire le bâtiment je vais le faire rond, carré, etc. Ça, ce moment-là, j'essaie de le retarder pour prendre en compte, par exemple, pour la cité de la voile Tabarly, qui est en fait le musée national de la voile en France, par exemple, ça se passe en Bretagne, je ne suis pas breton, j'ai lu... Ça s'entend. Ça s'entend. J'ai lu des livres sur Éric Tabarly, je suis allé sur place, j'ai passé 3 jours sur place, vraiment ne faire que ça, regarder, voir l'atmosphère, les bateaux, etc. Le paysage. Et à partir de là, se met en place l'univers dans lequel le projet va se faire. Alors ça, c'est une chose. Et en même temps, c'est vrai que d'un projet à l'autre, il y a des constantes, parce que derrière ça, il y a quand même un auteur. Je pense que les architectes, je n'aime même pas le mot artiste. Auteur, quand j'enseignais l'architecture aux étudiants, toujours dire sommes-nous des artistes? Je dis non, parce que je trouve que artiste, il y a une dimension qui donne une sorte d'autonomie, parce qu'on va penser plutôt au peintre, on va penser au chanteur, au comédien. Alors qu'un architecte est tout sauf autonome quand même. Il est au contact constamment de la société, comme peut-être un réalisateur de cinéma, etc. Donc c'est vraiment cette idée d'auteur, c'est-à-dire que vous êtes là, il y a votre style, il y a votre autorité, dans le mot auteur il y a autorité, mais en même temps, vous composez, et c'est ça qui est enrichissant, vous composez avec des données extérieures sans cesse que sont les gens que vous rencontrez à l'occasion du projet, le site, on en a parlé, le climat, le programme, le budget, évidemment, qui est une contrainte constructive aussi. Et donc tout ça fait que ces bâtiments sont à la fois des aventures singulières, parce qu'effectivement, le siège d'une maison de champagne, ce n'est pas un musée de la voile, et quelque part, enfin j'espère, c'est ce que les gens dont le métier est de faire des commentaires et des critiques d'architecture disent, il y a ensuite un fil rouge, une continuité, un fil directeur. On appelle votre signature, voilà, finalement. Mais vous parliez de vos références en architecture, on va y venir, mais la première référence que vous avez, elle n'est pas une référence d'architecture, c'est le commissaire Maigret. Pourquoi le commissaire Maigret? Justement pour le côté, j'allais dire journalistique ou la policier, peu importe, mais le côté enquête alors. Oui, je crois que j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les situations, donc c'est pour ça c'est un métier, il me semble, ça devrait être la règle, mais c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup, de prendre effectivement ce temps de rencontrer et de comprendre des milieux complètement différents. Nous avons fait par exemple un très grand bâtiment pour Air France, où Air France répare toutes les pièces détachées des avions. Et là, je découvre un univers, et donc c'est des pièces détachées qui viennent de Hong Kong, des États-Unis, etc. Et donc je découvre là un univers dont on ne soupçonne pas l'existence, qui nous concerne parce que c'est la sécurité, c'est comment les avions sont réparés, etc. Et c'est pour ça qu'il y a cette référence aux enquêtes du commissaire Maigret qui sont toujours un peu comme ça, c'est-à-dire dans l'enquête policière, on découvre une ville, on découvre un milieu social, un milieu professionnel, bon, c'est souvent pour un crime, donc, et donc il y a dans le temps du roman, les romans de Simenon sont faits un peu toujours sur le même modèle, c'est-à-dire qu'au départ, on découvre, ensuite on a l'intuition d'une solution, c'est généralement le cas pour le projet, et ensuite il y a une période où l'enquête s'enlise et Maigret se perd. Et l'architecte c'est un peu pareil, c'est-à-dire on se dit ah bon voilà, alors je découvre ce qu'est par exemple une maison de champagne, j'ai une idée, et puis après tous les problèmes, on se dit bon il n'y a pas assez d'argent, le bâtiment est trop haut, le règlement d'urbanisme ne convient pas, le règlement de sécurité, et donc il y a un moment d'abattement. Là, on perd un peu le fil, on se dit on ne va pas y arriver, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir. Et puis à la fin, normalement, si tout se passe bien, c'est comme quand l'enquête est résolue, à la fin on se dit ah mais si finalement l'intuition de départ nous a quand même mis en route vers quelque chose qui va devenir le projet et qui va cristalliser normalement au mieux tout ce qui était la demande dite, mais surtout la demande non exprimée. Voilà. Parce que c'est ça la savoir puissance lire entre les lignes aussi. Voilà. Voilà. Savoir comprendre les attentes du client, des attentes que le client finalement ne verbalise peut-être même pas. Et que nous-mêmes aurions du mal, architectes, à verbaliser. C'est-à-dire que il y a le client, l'architecte, le projet devient une sorte de troisième élément dans ce dialogue. Et le projet, à un moment donné,
ça c'est la magie un peu de l'espace et de l'architecture, va amener des potentialités, des pistes, des scénarios d'usage, des qualités qui n'ont pas été demandées par le client, qui ont été entrevues par l'architecte forcément, mais qui se mettent en place les unes avec les autres de façon à créer quelque chose qui est plus qu'une juste construction, qui est plus qu'un abri, où on a juste chaud et où on est à l'abri, je dirais, des intempéries, mais qui devient véritablement un lieu, un espace qui va permettre aux gens d'être bien et de faire ce qu'ils ont à faire dans de meilleures conditions que là où ils étaient avant, par exemple. Alors moi, j'ai toujours pensé que les architectes devaient être très joueurs. Et vous, vraiment, vous confirmez ce que je pensais, puisque quand je vous ai demandé de venir avec un objet, vous êtes arrivé avec un jeu de cartes. Est-ce que vous pouvez bien nous le montrer et nous expliquer en quoi ce jeu de cartes, qui pourrait être un jeu de construction, parce que les cartes sont fondues et qu'on peut les embriquer l'une dans l'autre? Alors en fait, l'auteur de ce jeu de cartes est Charles Eames. Charles Eames, c'est un designer des années 50 qui m'a toujours intéressé parce qu'effectivement c'était quelqu'un d'optimiste, c'était quelqu'un tel qu'on le voit dans ses vies, qui était quelqu'un de joyeux, mais qui s'intéressait à toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'il a dessiné des maisons, il a dessiné des meubles, il est surtout connu pour ça, il a dessiné des jouets, mais aussi le pavillon américain de l'exposition universelle d'Osaka au Japon, mais il a aussi dessiné ce jeu de cartes qui est en fait, qui représente ce qu'il appelait le good design, c'est-à-dire en français ça se traduirait par la bonne conception. Et son idée était de dire, on voit ici par exemple des aiguilles à coudre, ou là des billes, là un bateau, un jouet, ici des pendentifs qui sont aussi des petits... En forme de cœur. Voilà, en forme de cœur, qui sont des boîtiers. C'est des objets de la vie quotidienne en fait. Des objets de la vie quotidienne, des allumettes. Alors ça, ce sont des allumettes qui devaient avoir cours aux États-Unis à l'époque, dans les années 50, où elles sont un peu bicolores, voire des natures mortes instantanées qu'on a tous les jours dans son assiette, voire le carrelage, la nappe à carreaux, etc. Et donc, ce qui est, je dirais, enthousiasmant dans cette attitude, c'est de dire d'abord, les références, c'est les références qui nous entourent, c'est pas forcément les références savantes. Et là, j'ai un point commun. Avec cette attitude-là, parce qu'effectivement, je me suis toujours plus inspiré de ce qui était en dehors de l'architecture que de ce qui était vraiment les références partagées, savantes de l'architecture. Et d'autre part, c'est l'idée de dire qu'il est important aussi que nous nous intéressions, non pas qu'aux choses exceptionnelles, mais aussi que nous nous intéressions à dessiner ce qui est au quotidien. Alors comme c'est un jeu, effectivement, alors ça prend un peu de temps, il faut mettre deux comme ça, on peut faire une tour avec ces cartes et avoir une sculpture. Voilà, on peut avoir une sculpture toujours changeante, unique chez soi, unique, avec ces objets de good design. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il appelle les exemples de bonne conception, il y a des exemples un peu éternels, comme les allumettes. Ensuite, on voit que le jouet, le bateau en jouet, il est un peu daté, parce qu'il date de sa propre enfance. Si j'ai le temps, je projette de faire à mon tour une série de références comme ça. Alors je ne sais pas si ça sera sous forme de cartes, mais effectivement de ce qui est aujourd'hui, et je pense qu'il y aurait des surprises, de ce qui est aujourd'hui ces exemples de bonne conception. On y trouverait quoi? Qu'on partage depuis l'enfance, des choses qu'on partage. Alors les billes peut-être seraient toujours là, il y aurait peut-être les cartes Pokémon, ça serait peut-être un peu actualisé. Mais je crois qu'il faudrait regarder avec un œil assez nouveau. Ce qui fait. Ah oui, non mais je pense que c'est important de regarder ce que voient aussi les enfants aujourd'hui. Parce que quand vous dites le côté joueur, je crois qu'effectivement, dans ce travail de jeu de cartes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un regard aussi un peu d'enfance et d'assumer les petits cœurs, par exemple, finalement. Est-ce que c'est kitsch? Est-ce que c'est bon goût? Est-ce que c'est mauvais goût? C'est pas tant la question, c'est que je pense que Eames, qui est né dans les années 20, 1910-1920, ça a dû accompagner son enfance, de voir effectivement des objets comme ça. Peut-être que sa mère les collectionnait. Vous voyez, c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas montrer que le iPhone ou le super design. Il faudrait aller regarder ce qui compose aujourd'hui la diversité de références visuelles partagées au quotidien. Je pense que ça serait assez intéressant. Vous, ce qu'on trouverait à coup sûr, là vous n'allez pas me contredire, ce sont les cabanes qui
qui ont initié votre vocation d'architecte. Vous êtes du Sud-Ouest, hein, au cas où personne n'aurait reconnu l'accent du Sud-Ouest de Jacques Ferrier. Voilà. Vous êtes du Sud-Ouest et petit, vous alliez vous promener. À côté de Narbonne, voilà. À côté de Narbonne, les cabanes de Grisans, ça s'appelle. C'est ça. Alors expliquez-nous un peu, ce sont des cabanes sur pilotis, c'est fait de briques et de broc. C'est une belle histoire, c'est-à-dire que les habitants de Narbonne, à partir de 1910, 1920, ont voulu aller au bord de la mer. Et pour cela, ils ont construit effectivement, en fait ils appellent eux ça des chalets, mais qui sont en fait des cabanes assez simples. Ils ont construit de façon très légère des petites maisons qui accueillaient les familles pendant les vacances. Et donc on a des cartes postales où on voit le convoi de ravitaillement, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas la voiture, etc. Alors, donc en fait les familles, les femmes et les enfants restaient là tout l'été, parce qu'il faisait plus frais que dans la ville, etc. Et les hommes venaient tous les week-ends avec les charrettes, les chevaux, etc., passer le week-end là et en même temps amener le ravitaillement. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans une région où on a traditionnellement construit de façon épaisse pour lutter contre la chaleur, de façon en pierre, etc., là, l'idée a été de construire avec des choses très légères, très simples en bois, ce qui pour moi est un désaveu complet de ce qu'essayent de nous faire aujourd'hui les autorités esthétiques régionales, qui est le régionalisme, de dire en Provence ça ressemble à ça, dans le Languedoc c'est ça, et dans le Pays Basque c'est la Maison Basque, alors qu'on sait que tout ça, ça a été inventé vraiment complètement au 19e siècle. Là, on voit que les gens vraiment du pays, du coin, quand ils ont besoin de quelque chose light pour les vacances, ils ne font pas des faux masses en pierre, ils ne font pas du faux style languedocien, ils inventent quelque chose qui correspond vraiment à une architecture parfaitement adaptée et au climat et à l'usage. Et la deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est la permanence du léger, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont fortifié toute la Méditerranée, ils ont rasé complètement tout ça, toute la plage, pour qu'elle soit dégagée, évidemment. Et donc, après-guerre, les mêmes habitants, enfin, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants, ont dit « mais nous, on veut refaire notre petit cabanon ». Alors là, les services de l'État sont intervenus, ils ont dit « bon, écoutez, c'est fini, l'anarchie, les cabanes, etc. » Et donc, un ingénieur a divisé la plage, a quadrillé la plage en diagonale, comme ça toutes les rues ont vue sur la mer, et a fixé des petits lots virtuels, puisqu'il n'y a pas de clôture, etc., en disant que chaque maison fera 35 mètres carrés et pas plus. Et en 1 ou 2 ans, tout ce qui avait été rasé s'est remonté à nouveau, et il y a plus de 1000 chalets, plus de 1000 cabanes aujourd'hui, qui sont plus ou moins entretenus, qui vivent, qui se transforment. C'est un peu de briques et de broc, comme ça fait pas bidonville non plus, hein, mais c'est genre une belle planche, je vais la rajouter, voilà, alors une ça, tôle qui traîne, tiens, ça viendra bien sur mon balcon, faire ci, faire ça. Il y a un petit côté comme ça quand même. Oui, il y a une poésie indéniable dans l'idée de récupérer les matériaux et de les montrer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'avoir une planche en bois, du bardage nervuré, ce qu'on appelle communément de la tôle ondulée, d'avoir toutes sortes de matériaux, du plastique, etc. Et ces assemblages m'ont assez inspiré parce qu'en fait, je dirais qu'il n'y a pas de fioriture. Ça révèle finalement la beauté toute simple de ces matériaux minces, ces matériaux pas nobles, souvent pas nobles, voilà, de matériaux récupérés, souvent récupérés, et qui constituent un assemblage à la fois surprenant et en même temps très accueillant. C'est-à-dire ce sont des architectures extrêmement joyeuses, extrêmement variées, pas impressionnantes, et je dirais dans lequel s'établit un rapport comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on se promène l'été là, avec les jeux de boules, les barbecues, etc. S'établit un rapport extrêmement simple avec la vie de villégiature, hein, puisque le but, c'est pas d'y vivre l'hiver, c'est vraiment ça, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et maintenant, c'est un peu mal tourné, mais bon, on peut pas... C'est-à-dire qu'on a privatisé. Ce qui était très beau, c'est que, comme on était sur le domaine maritime, il n'y avait pas de propriété privée, donc pas de clôture. Et donc, ils étaient tous sur pilotis. Et l'espace public se modifiait selon les moments de la journée. C'est-à-dire que vous pouviez jouer aux boules sous la maison d'un voisin. Ça ne choquait personne, puisque finalement, il y avait comme ça la superposition du privé et du public. Ça montre que ça marche. On est toujours en France. Les Français sont
ils veulent une clôture, sont attachés toujours propriété privée, à leur bien petite sûr. maison, etc. Là, pendant 50 ans, jusqu'à 10 ans, ça marchait parfaitement. Il s'est passé quoi il y a 10 ans? Eh bien, il y a 10 ans, on a eu la mauvaise idée, toujours au nom d'une bonne intention, de dire, écoutez, vous êtes là depuis si longtemps que l'on va privatiser. Aïe. On va dire, ok, maintenant, de toute façon, on sait qu'on ne rasera plus à 1000 maisons, etc. Donc, on va privatiser et chaque chalet maintenant est propriétaire de son petit lopin. On appelle ça une fausse bonne idée. Et ça, c'est la fausse bonne idée parce que maintenant, du coup, on construit les rez-de-chaussée, on commence à ne plus aller oser marcher parce qu'on sent, il y a plein de petits signes comme ça où on montre que c'est une propriété privée. Et une bonne partie de la liberté, de la formidable liberté qu'il y avait dans ce village, disparaît. Je voudrais qu'on revienne à vos débuts en architecture. Il y a ces cabanes qui ont joué, mais pas uniquement, parce qu'initialement, vous faisiez des études plutôt de mathématiques. Vous n'êtes pas parti directement en archi, ce n'était pas une évidence. Non, j'ai fait d'abord des études scientifiques. Voilà. Et c'est une fois engagé mes études scientifiques, je me suis dit, bon, finalement, j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu plus proche de la création, du dessin. Mais en même temps qu'il soit, comme on le disait, quelque chose qui soit engagé dans le monde, quelque chose qui soit en dehors du monde. Ça, je n'aurais pas pu, d'avoir cet isolement. Il fallait cette idée de se confronter, parce que quand quelque chose résiste, il vous donne aussi en retour une énergie. Donc c'est ça aussi qui fait la spécificité du métier d'architecte, et donc c'est architecte. Et donc j'ai décidé comme ça de me lancer dans les études d'architecture. Après avoir lu un livre que vous avez eu la gentillesse de nous amener, qui s'appelle comment? Intimité et... Intimité et vie communautaire, oui, ça c'est en fait... Quand vous m'avez demandé d'amener un livre pour cette émission, évidemment on a toujours les livres qu'on a lus récemment, qu'on est en train de lire, etc. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas amener le tout premier livre que j'ai acheté? Je n'étais pas dans une école d'architecture, donc je suis allé chez le libraire. Vous étiez novice. Voilà, j'étais entièrement novice. J'ai regardé le rayon architecture, et ce livre, qui est en fait un livre traduit de l'américain, Intimité et vie communautaire, le titre m'a... À 19 ans, ça vous a fait envie comme titre? Absolument, ouais, ça m'a intrigué, je ne sais pas pourquoi, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué. Puis vous voyez, c'est un livre, ça c'est très années 60, c'est un livre qui est illustré par exemple là, on voit un circuit électronique transformé dans une sorte d'œuvre d'art en noir et blanc. Abstraite, en noir et blanc, des schémas qui devaient vaguement me rappeler ce que je faisais dans les mathématiques, c'était aussi lié à l'époque, et un peu plus loin, alors il y a aussi des plans de ville, un travail de graphisme très daté des gens. Donc j'ai feuilleté ce livre, j'ai dit tiens, ça m'a l'air, un plan de banlieue américaine, ça m'a l'air intéressant. Et en reprenant ce livre-là récemment pour l'amener ici, je me suis dit déjà le programme me convient parfaitement, c'est-à-dire que je suis très attaché au fait que le rôle de l'architecte aujourd'hui, c'est de créer de l'espace collectif, de la vie collective et de l'espace public. C'est-à-dire que dans un monde où l'idée d'intimité, qui est une idée récente, l'intimité c'est au XVIIIe siècle, le mot n'existait même pas en français. Donc l'idée d'intimité est apparue au XVIIIe siècle, c'est un confort indéniable, on passe des habitudes à la campagne de dormir avec les animaux, les enfants, les grands-parents, tout le monde dans la même pièce, voire dans le même lit. Donc cette intimité apparaît au XVIIIe siècle, se développe au XIXe siècle, mais aujourd'hui, avec notamment la très grande ville d'un côté qui nous fait peur, si vous êtes au milieu de 10 millions d'habitants, vous redevenez quand même un tout petit peu seul, c'est pas comme être dans une ville de 10 000 ou de 20 000 habitants, et aussi les techniques qui vous permettent d'avoir une espèce d'offre illusoire, mais pourtant disponible à l'infini de jeux, d'informations, de lectures, etc. bientôt. Eh bien, l'intimité est en train de devenir l'isolement. L'isolement, c'est-à-dire des individus qui sont seuls. Et ça, c'est le contraire de la ville, c'est le contraire de la cité. Si on a une société comme ça, on se dit pourquoi de l'architecture? Or, l'architecture, les espaces de l'architecture, je crois, sont les espaces qui permettent de continuer à rencontrer quelqu'un que vous n'aviez pas prévu de rencontrer, à voir quelque chose que vous n'aviez pas prévu de voir, à prendre du temps que vous n'aviez pas prévu de prendre, parce qu'à un moment donné, l'espace est beau, vous avez une belle lumière, et vous dites, je vais me poser un peu, et donc ça correspond à des besoins fondamentaux
qui sont liées à vivre ensemble et vivre de façon collective. Alors pour que ça soit possible, il faut quand même toujours garantir qu'il y a aussi l'espace privé, etc. Donc cette dialectique entre intimité et vie communautaire et vie collective, je l'ai mise en application dans les bâtiments que je fais de bureaux et je le mets en application dans les projets d'urbanisme. Et donc c'est finalement une première lecture qui a, je pense, une influence durable sur ma façon de voir le rôle de l'architecture dans la société. Quelle place a pour vous, architecte en plein boom là depuis, ça fait combien de temps que ça a commencé l'histoire du pavillon de Shanghai? 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, donc vous ne touchez plus terre, vous et tous ceux qui vous entourent. Est-ce que vous avez le temps de vous attarder sur la spiritualité, sur des choses, sur l'âme humaine, sur la profondeur, sur des concepts un peu comme ça? Ou est-ce que vous êtes à fond archi et on vous parle de non, mais être à fond archi, c'est forcément réfléchir à ce qu'est effectivement la place de l'homme dans l'univers que l'on est en train de fabriquer. Oui, parce que quand on construit un pavillon à Shanghai, j'imagine que comme vous nous avez dit, j'enquête sur le terrain, je me renseigne, j'écoute les hommes, etc. Vous avez dû vous intéresser forcément à la spiritualité qu'on trouve en Chine, donc au bouddhisme, à des choses comme ça, non? Alors, la spiritualité, je dirais entre autres, de façon très rapide, parce que ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'essayer, mais la Chine, il faudrait plus qu'une vie qu'on est occidental pour vraiment bien comprendre, hein, mais je vais en Chine depuis 5 ans, puisqu'en fait, la ville de Shanghai m'avait commandé la construction d'un lycée dans cette idée d'architecture durable que nous avons construit, qui est livrée, oui, que nous avons construit à Shanghai. Et donc, effectivement, la première chose que j'ai faite, c'est lire des romans contemporains sur la Chine, de prendre le temps de lire un peu l'histoire chinoise, l'architecture chinoise, etc. Et donc toutes les composantes, ce qu'il y a de fascinant avec l'architecture, c'est que ne serait-ce qu'au travers de ce qui est construit, vous parlez de bouddhisme, donc au travers de ce qui est construit, des temples, bon, il en reste peu, mais il en reste, hein, au travers de l'architecture, au travers de l'organisation de la ville ancienne. Comprendre un peu quand même l'âme chinoise, quoi. Vous comprenez, et ça me paraît important, vous comprenez un tout petit peu l'esprit et l'âme de la région du monde et des populations dans lesquelles vous êtes amené à construire. Sinon, si c'est du zapping, ça m'intéresse absolument pas, parce que là, c'est effectivement, on retombe dans ce que je critiquais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte d'architecture spectacle, où vous posez un bâtiment comme un sac de marque ou un accessoire de marque au milieu de la ville, et puis vous repartez à 10 000 kilomètres de là, en refaire une autre. Moi, le contact avec la Chine, par exemple, a influencé aussi mon travail en général, puisqu'on se rend compte, quand on est dans une civilisation comme la civilisation chinoise, on se rend compte par contraste de ce qui fait aussi l'essence de notre civilisation européenne, parce que tout est tellement contrasté qu'on se dit, ah bon, finalement, ce qui me paraissait évident ne l'est pas, puisque là, c'est complètement autre chose. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On ne sort pas, heureusement, indemne des rencontres que l'on fait, ou alors c'est des rencontres ratées. Mais alors, vous avez été élevé, vous, dans quelle religion, qu'on apprenne à vous connaître un petit peu mieux, enfin, ben alors moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, mais effectivement qui s'est un peu arrêté à partir de 12 ou 13 ans, quoi. J'étais pas très assidu. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez quel rapport avec soit cette religion-là, soit en tout cas Dieu le Père, si Dieu le Père existe encore pour vous? Non, comme je le disais, j'ai un rapport direct, dans l'univers dans lequel j'interviens, j'ai un rapport direct avec les gens. C'est-à-dire qu'une fois encore, je préfère le mot d'humanisme. C'est-à-dire c'est cette idée, cette conviction que le monde qui devient de plus en plus artificiel, hein, puisque 50% de la population de la planète vit dans des villes, ça c'était il y a 1 ou 2 ans, à la fin du siècle ça sera 70 ou 80%, donc ça pose effectivement de vraies questions philosophiques, spirituelles, de dire qu'on a en 1 siècle ou 2, depuis le XXe siècle, on est passé d'une planète qui de tout temps était quand même une civilisation qui était une civilisation largement, même s'il y avait des villes, largement appuyée
Là, vous êtes encore répondre à ma question, là? Oui, oui. Ah bon? Sur le, ben oui, parce que je crois que ce qui est intéressant dans la question spirituelle, c'est la question de l'humanité. Ouais. Et que pour moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle passe par des attentions et des réflexions sur ce qui constitue aujourd'hui l'évolution de cette humanité par rapport à sa planète, et que ça ne passe pas forcément par des concepts qui sont des concepts ou des idéaux de religion, ou l'intermédiaire de dire... Vous êtes quoi, athée, agnostique Oui, tout ça. oui, plutôt, oui, disons peut-être athée, mais sans aucun militantisme. Parce que je vous dis, j'ai l'impression que quand on a la chance de faire bien ce métier, on est forcément quelque part en accord, on est obligé d'être un peu en sympathie. Et je crois que finalement, un des thèmes de la religion, c'est de trouver une résonance, une sympathie en dehors de sa petite sphère et de son petit intérêt avec quelque chose qui concerne un peu l'humanité, disons. Et je crois que la façon de faire ce métier, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement être en sympathie avec des questions bien plus grandes. Est-ce que l'agence va avoir du travail demain? Est-ce que je vais faire un bâtiment effectivement qui va passer dans les médias, etc. Au-delà de ça, il y a vraiment cette idée ces convictions qui font qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens pour qu'eux-mêmes se situent, puisqu'on a cette responsabilité, pour qu'eux-mêmes se situent dans ce monde qui est un monde quand même constamment secoué par l'explosion urbaine, par les technologies, Alors justement, quand on est sur un projet très prestigieux comme le pavillon de la France à Shanghai, est-ce que quand on voit tous les bâtiments qui s'effondrent en Haïti, on se dit, est-ce que je suis en train de me tromper de combat? Est-ce que je peux aussi aller faire un petit tour du côté d'Haïti pour aider? Enfin, je me rends pas compte, hein, donc c'est vraiment une question dénuée de toute malice. Voilà. Non, mais comment on réagit? On réagit d'abord comme le citoyen, je dirais... le citoyen tout court. Mais vous êtes architecte, on a beaucoup accusé les bâtiments de ne pas être solides. Alors est-ce que vous vous dites, allez, go, j'emmène l'équipe, on y va, ou je délègue quelqu'un pour aider? Enfin, on fait des choses comme ça, on pense à des choses comme ça? En tout cas, oui, on y pense. Et c'est clair qu'à l'agence, on a toujours été ouvert à des demandes un peu... atypiques. Ouais. Et c'est clair qu'on nous demanderait, parce qu'en même temps on n'est pas naïf, on sait bien que si je décidais comme ça de sauter dans un avion... et d'aller à Haïti, je ne sais pas si je pourrais vraiment me rendre utile, mais par contre, de réfléchir sur comment résoudre en amont ces questions d'habitat, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Il y a une grande société, il y a le président d'une grande société de matériaux monde française mais mondiale qui, je ne sais pas si ça va se faire, mais qui est en train de me consulter en me disant, est-ce que vous aimeriez réfléchir sur de l'habitat très simple pour l'Afrique, qui pourrait aider à résoudre l'expansion des villes où il y a vraiment la zéro style, zéro esthétique. Ce qu'il me demande, c'est d'apporter mon savoir-faire de qu'est-ce que peut être une maison, comment une maison sous le climat vous avez déjà bossé africain. pour les maisons Phoenix. J'ai déjà bossé pour les maisons Phoenix qui est en France. Et là, j'ai répondu oui tout de suite. Donc maintenant, on est en train de regarder si ça peut se faire. Mais ils m'ont posé la question récemment. En plus, ils m'ont posé la question pendant que j'étais dans un voyage en Inde. Je faisais des conférences sur l'architecture durable en Inde. Donc quand vous êtes en Inde, c'est une motivation aussi pour dire si je peux amener quelque chose dans cette urbanisation qui puisse permettre de loger des gens qui ont très très peu de moyens et qu'un industriel puisse aider à mettre au point, parce qu'il faut là aussi, je crois, être de son temps. Il faut se dire, on ne peut en sortir que par le haut, c'est-à-dire on ne peut en sortir qu'avec les moyens de l'industrie. Je crois que là, il ne faut pas se tromper il ne faut pas non plus avoir l'attitude de dire « Ah, bah, tiens, on va faire les choses localement, très simplement, etc. » Ça pouvait encore s'envisager il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, quand on sait que c'est, par exemple en Chine, sur 20 ans, c'est 400 millions de personnes qui vont passer de la campagne à la ville, il faut vraiment entraîner l'industrie, alors qu'après l'industrie utilise des ressources locales, des main-d'œuvre locales, etc., ça, c'est une évidence. Mais il faut les moyens, les grands moyens, pour pouvoir amener des solutions. Donc là, peut-être qu'on va réfléchir sur des petites maisons qui seraient plus ou moins préfabriquées, préfabriquées sur place, pour contribuer, en dehors de toute... là, on est loin du pavillon France, c'est-à-dire en dehors de tout effet de recherche vraiment esthétique, et vraiment là, des recherches d'habitat minimum en Afrique. Ça, c'est un projet
à venir, j'espère, là, pour les mois qui viennent. Alors Jacques Ferrier, vous avez quoi, 20 ans d'architecture derrière Ouais, vous? Oui, oui. Vous êtes encore un jeune architecte, hein, c'est marrant votre profession parce que quand voilà. Voilà, oui, c'est ce que il faut du temps pour maîtriser un peu toutes les choses. Donc voilà, à 50 ans, vous êtes encore un jeune architecte, 20 ans d'architecture derrière vous. Il dirait quoi, le petit garçon que vous étiez, de l'homme que vous êtes devenu? Il serait fier? Fier, en tout cas, il serait surpris parce qu'en fait, quand j'ai entamé mes études d'archi, comme c'était pas prévu à l'avance, puis je vous dis, c'était une espèce déjà de une sorte de deuxième voie pendant mes études. Je me disais, si un jour déjà je construis un bâtiment, que je signe moi-même un bâtiment, que je ne suis pas juste comme ça dans une société, je me serais dit, je signe tout de suite, ça serait déjà accompli. Donc le fait d'avoir créé mon agence en 1990, d'avoir construit quelques bâtiments, ce n'est pas une agence qui construit beaucoup, c'est-à-dire je suis très attaché Vous faites beaucoup de recherche à, aussi, hein. à faire de la recherche. J'ai enseigné pendant 14 ans. De façon vraiment constante, dans les écoles d'architecture, j'ai écrit et je veux aussi... Tiens, soit dit en passant, au passage, j'ai écrit, voilà, il y a ça, Jacques Ferrier. Voilà, Stratégie du disponible, qui est le premier livre. Voilà. Ça, c'est impressionnant. C'était mon premier livre d'architecture. Vous voyez, c'était le mien, celui-là. Voilà. Dans 20 ans, je le ressortirai. C'est un bon livre aussi, mais j'espère. Non, mais on apprend plein de choses, mais pas que sur vous, sur l'architecture aussi. C'est passionnant. Pour ceux que ça intéresse, Passage Piéton Édition. Voilà. Et donc c'est une agence qui ne construit pas beaucoup, qui veut construire effectivement des projets qui sont toujours vus sous l'angle un peu de la recherche, de la proposition. Donc c'est vrai, oui, si je regardais ça avec mon regard d'enfant qui était au milieu des cabanes de Gruissan et qui s'amusait de voir ces constructions, comme je le disais, précaires et poétiques, je serais content du choix d'études. Je ne regretterais pas les études que j'ai faites en se posant un peu des questions, parce que vous savez, quand vous êtes un peu dans les sciences exactes, etc., vous dites, tiens, partir dans un domaine comme ça, c'est un tout petit peu l'angoisse. On se dit, est-ce qu'on va arriver à amener quelque chose? Parce que même encore aujourd'hui, on se dit, il y a tellement de choses qui se font. Amener sa propre... il faut être un tout petit peu mégalo et prétentieux pour faire de l'architecture, parce que vous imposez, si vous voulez, un film que vous ne voulez pas voir, vous n'allez pas le voir. Un là, disque... Là, vous imposez visuellement. C'est d'ailleurs ce que je reproche beaucoup au monde de l'architecture, c'est-à-dire d'avoir quand même une sorte d'être un peu dans sa tour d'ivoire. Et c'est pour ça que j'ai un peu irrité certains de mes confrères en écrivant moins d'architecture c'est mieux. J'avais écrit un article dans une revue d'architecture en disant moins d'architecture c'est mieux. Je disais ça parce que j'ai toujours aimé voir le paysage vu du train. Ça ne change pas depuis l'enfance justement. J'aime bien voir le paysage qui défile comme ça et on rêve à la fenêtre, on regarde passer le paysage et on s'aperçoit que des bâtiments mais très simples, une grange, une vieille maison, une maison toute simple, des hangars, je me suis beaucoup intéressé aux hangars, finalement prennent bien la patine du temps et finissent par appartenir au paysage. Et même s'ils sont des constructions en métal, que les gens disent oh le métal c'est pas terrible, ça rouille, etc. Finalement cette construction, une fois patinée, un peu rouillée, elle appartient au paysage. Alors que des architectures dont on voit bien qu'elles étaient à la mode il y a 10 ou 20 ans, avec, par exemple, si on parle dans les années 80, une toiture en forme d'aile d'avion, du bleu, du rouge, machin comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que ça fait là? Il faut le raser. C'est quand même dramatique. C'est-à-dire que le bâtiment qui n'a pas été l'objet de réflexion architecturale, etc., on l'oublie et c'est une belle qualité. Et des bâtiments, évidemment, là on parle de bâtiments ratés, mais il y en a beaucoup, des bâtiments qui ont voulu faire un peu genre, ils finissent être démodés, c'est pas très grave, parce qu'être de son temps, c'est pas mal. Donc moi, j'ai aucun problème avec les architectures vintage. Mais le problème, c'est qu'ils finissent par encombrer le paysage. Polluer, quoi. Voilà, polluer le paysage parce que on a voulu mettre trop de traits, trop de matériaux, etc. C'est pour ça que j'avais écrit cette idée de moins d'architecture, c'est mieux, ou que quand on parle de référence d'architecture, je cite justement les ponts, les ouvrages d'art, les architectures de type agricole, industriel ou de hangar, parce qu'il y a une vraie qualité à l'utilité. On a dit tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, l'architecture, mais c'est vrai que ce sont des choses simples, finalement c'est presque politiquement incorrect de redire l'architecture est d'abord là pour rendre service
à l'homme pour faire après ce qu'il a à faire par ailleurs. Et il y a une des monographies de l'agence, parue après celle-ci, je l'ai intitulée « La poésie des choses utiles ». Parce que c'est cette idée de dire, si vous ancrez votre réflexion sur l'utilité, ça ne vous empêche pas d'atteindre dans la poésie, la beauté, etc. Mais en tout cas, vous êtes fondé sur quelque chose qui va durer. Vous prenez un exemple très simple. À New York, les bâtiments industriels, avec ces colonnes en métal qui ont été faits pour être des grands magasins, des entrepôts de coton, des usines, des filatures, etc. Aujourd'hui, ce sont des magasins branchés, des galeries d'art, des bureaux, des appartements recherchés, des lofts. Oui, voilà. tout à fait. Donc une réflexion qui est au départ basée sur l'utilité, comment faire des grands plateaux, des colonnes en métal, le maximum de lumière. Si vous a créé quelque chose qui est finalement très beau, qui fait une belle ville et qui 100 ans après sert à quelque chose, c'est ça qui est paradoxal, non prévu, bien que ça ait été dessiné, vous voyez, pour un usage précis. Ça m'intéresse énormément. Les musées, pour revenir sur les musées, qu'on a fait le musée de la voile, c'est un loft. C'est un loft, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui marche très bien, c'est un bâtiment qui marche très bien pour être un musée, mais si dans 50 ans ou 100 ans c'est autre chose, ça va très bien marcher aussi. Et ça fait partie, je crois, de ce que l'œil, un artiste qui appelait le grand public l'œil naïf. J'aime bien cette expression. Donc l'œil naïf qui découvre, il n'est pas architecte, etc. Je crois qu'il y a un plaisir à être dans ce genre de bâtiment. Même si on ne se dit pas, tiens, je devine que l'architecte a voulu que ça serve à autre chose. C'est des messages qui passent et qui font partie de la beauté du bâtiment. Alors l'œil naïf, c'était le nôtre avant de démarrer cette émission. On est peut-être un petit peu moins naïf, on a appris à vous connaître aussi, on a entendu parler d'architecture pendant 1 heure. Je vous en remercie beaucoup. Merci. Alors on vous souhaite évidemment que l'exposition, enfin déjà l'inauguration de l'exposition universelle de Shanghai le 1er mai. Bien. Le 1er mai, ça va être vivement le 2 mai. Il faut que ça soit terminé déjà, absolument. Vivement le 2 mai. Ouais, vivement le 2 mai. Et puis on vous souhaite 6 mois fantastiques puisque l'exposition dure 6 mois. Et évidemment, il y aura un après Shanghai pour vous et pour toute votre agence et tous ceux qui y travaillent. Donc, on espère vous recevoir à Shanghai pour juger sur place. Yes, tout Théo est invité à Shanghai. Merci infiniment. Merci à très bientôt. Au revoir.